2025, nous sommes dans la 4e année, jour 302 depuis le début de l'invasion totale. Je vous souhaite la bienvenue, je vous salue. Pour le rapport de situation quotidien, dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons que même dans les zones centrales russes, ça brûle à nouveau. Pourquoi les annonces de succès de Moscou dans la région de Kupiansk ne correspondent une fois de plus pas à la réalité et pourquoi un incident dans la capitale russe a bien plus de potentiel explosif qu'il n'y paraît à première vue. Et bien sûr, beaucoup d'autres choses encore. Pour commencer, la chose la plus importante est à nouveau une frappe de drone. Un port pétrolier près de Tamaren, près du pont de Kertch, est en feu. D'après les informations actuelles, 2 pétroliers auraient aussi été touchés en plus du port. Je n'ai pas encore de confirmation pour les 2 pétroliers, l'information étant très récente. Mais commençons donc par une autre question. Qu'est-ce que la satire a réellement le droit de faire ? Poutine et le Kremlin répandent depuis des années la fausse affirmation que le gouvernement ukrainien actuel n'a pas été élu légitimement. Ils se réfèrent au fait que le mandat officiel est déjà expiré et qu'ils sont toujours au pouvoir. Le fait que le mandat soit expiré, c'est vrai bien sûr. Cependant, le pays est en guerre à cause d'une attaque russe qui empêche la tenue de nouvelles élections. Dans aucun pays au monde, il n'y aura jamais de nouvelles élections pendant une guerre. Et Vladimir Poutine essaie simplement de s'accrocher à une exigence qui envisage un possible cessez-le-feu. Mais il sait aussi en même temps que cela n'arrivera pas, parce que cette exigence n'est pas acceptable. Mais il peut quand même continuer à exercer une pression, car il associe cette exigence à un cessez-le-feu que les États-Unis souhaitent également voir. Et c'est pourquoi la pression sur l'Ukraine continue également d'augmenter. Poutine n'a rien à perdre ici, car le gouvernement reste en place. Et il peut rejeter la faute sur l'Ukraine pour l'absence de cessez-le-feu, ou bien l'Ukraine cède. Et il peut imposer de nouvelles élections qui pourraient en favoriser un parti proche du Kremlin. C'est précisément ce qu'il prépare. Donc, pour répondre à la question, jusqu'où peut aller la satire ? Vladimir Poutine propose que lors d'une nouvelle élection en Ukraine, les Ukrainiens vivant en Russie puissent également voter, car ils possèdent aussi le droit de vote, même s'ils ne vivent plus en Ukraine. Lui-même parle d'environ 5 à 10 millions de personnes. Premièrement, qui va vérifier ces chiffres et ces citoyens ? Deuxièmement, qui organisera l'élection ? C'est très simple. La commission électorale russe, qui lors des dernières élections en Russie a également exclu tout opposant sérieux et a remis le démocrate irréprochable à la tête des suffrages. L'élection partielle doit se tenir uniquement en Russie et sous surveillance russe. On pourrait alors laisser voter 10 millions de pro-russes ou d'Ukrainiens et simplement convertir leur voix en voix pro-russes et influencer massivement le résultat des élections en Ukraine. On estime qu'il y a environ 34 millions de citoyens ayant le droit de vote en Ukraine. Bien sûr, ils ne voteront pas tous pour le même parti, mais 10 millions de voix en plus pourraient évidemment permettre à un candidat pro-Kremlin de prendre le pouvoir. Ou bien le gouvernement pourrait-il être entravé dans certains domaines par une nouvelle opposition fortement soutenue par la Russie, ce qui limiterait sa capacité à agir et à travailler ? De telles idées poursuivent évidemment un objectif que l'on cherche à atteindre ici, et dans ce cas, il est très facile à identifier. Je ne comprends pas pourquoi les Russes présentent encore Kupiansk comme une victoire totale sans fournir de preuves. Et maintenant, ils publient aussi des vidéos où ils quittent leur position avec leur commandant et se retirent. Comment cela s'explique-t-il ? Écrivez-le en commentaire. Pendant que les Russes se replient à l'est de Kupiansk, ils tentent une nouvelle attaque à Dobropilya. Où est Dobropilya ? C'est ici, dans la région de Pokrovsk, à cet endroit en haut. Voici l'endroit que les Russes essaient d'atteindre, mais il y a encore une grande ligne de défense ukrainienne devant. Et ici, ils ont montré le même schéma et le même résultat que lors d'autres attaques. Unités ukrainiennes des 110e, 142e et 55e. La brigade d'assaut a pu arrêter ici une attaque russe, qui, une fois de plus, s'est manifestée par une attaque frontale typique en colonne. Mais ce n'était pas la seule attaque. Il y en a une autre ici, près de Siversk, qui est en fait vraiment importante à signaler. Les Russes ont effectivement gagné du terrain ici. Ils ont réussi à conquérir les collines au nord de Sviatokrovsk ici. Au final, ce sont les unités de la 110e qui combattent ici. Brigade de chasseurs de montagne, 54e et 81e brigade mécanisée. La brigade a aéroporté face aux unités russes du 2e corps d'armée, mais ici ils sont supérieurs en nombre pur. Donc en général il y a toujours plus de soldats dans une brigade russe ou dans un bataillon russe que dans l'unité ukrainienne correspondante. Les Russes intensifient la pression et ont pris les localités autour de Siversk. Sviatokrovsk reste disputé.
Et ici, plus au nord, ils augmentent aussi la pression. La zone marquée en jaune pourrait bientôt être dominée par les Russes, ou elle l'est peut-être déjà maintenant. Beaucoup de géolocalisations se trouvent ici au milieu, mais rien qui nous permette de dire qu'ils sont solidement installés et qu'ils contrôlent fermement la zone. En effet, il s'agit le plus souvent de géolocalisation de drones ukrainiens qui combattent les soldats russes attaquant ici. C'est pourquoi je ne peux évidemment pas les indiquer comme conquérants, mais malgré tout, la pression ici en haut est forte. Ils tentent d'atteindre la route ici, tout en accentuant la pression là. Les unités ukrainiennes doivent se regrouper de plus en plus, et se rapprocher toujours davantage pour pouvoir tenir les collines qui se trouvent ici. Et c'est un gros problème. Je pense que les Russes vont prendre le dessus dans cette zone si les Ukrainiens n'apportent pas de nouveaux renforts, même si cela sera un acte long et coûteux. Ce matin, dans le sud de Moscou, il y a eu un attentat ciblé contre un général russe de haut rang. Le lieutenant-général Fadil Savarov, ex-chef de la formation opérationnelle à l'état-major russe, est mort dans une voiture piégée. Les enquêteurs indiquent que l'engin explosif, placé sous son véhicule, a explosé peu après son départ du parking de sa résidence. Grièvement blessé, il est décédé à l'hôpital. Le comité d'enquête russe a même confirmé aujourd'hui l'attentat, ce qui est considéré comme très inhabituel, et a également indiqué que plusieurs pistes étaient à l'étude. Une possible implication des services secrets ukrainiens est évoquée, sans attribution officielle pour l'instant. Il était directement impliqué dans la guerre d'agression contre l'Ukraine et avait auparavant participé à des opérations en Tchétchénie ainsi qu'à l'intervention militaire russe en Syrie. L'essentiel n'est pas l'attentat isolé, mais le schéma qui émerge. Ce n'est pas le premier général russe tué à Moscou lors d'une attaque ciblée. Ces derniers mois, on a recensé plusieurs explosions, attaques armées et sabotages contre des hauts gradés militaires et des responsables de la sécurité, y compris dans la capitale. Mais Moscou est pourtant considéré comme la zone la mieux sécurisée de Russie. La mort d'un général dans un attentat à la voiture piégée révèle la vulnérabilité croissante du pouvoir et de la sécurité russe au cœur même du pays. Indépendamment de l'identité des auteurs, l'attentat produit un effet clair. Il signale que les hauts gradés et les acteurs centraux de la guerre ne peuvent plus supposer être en sécurité loin du front. La cavalerie russe est de nouveau attaquée par les Ukrainiens. Il est possible que, sur ce secteur du front, non seulement les véhicules blindés d'infanterie, mais aussi les motos soient épuisés, obligeant ainsi à recourir de nouveau aux chevaux. Il y a une bonne raison à cela. La disparition des grandes charges de cavalerie, due à l'arrivée massive des mitrailleuses pendant la Première Guerre mondiale, est évidemment regrettable pour les chevaux. Ce n'est pas la seule évolution. Les chars tortues russes réapparaissent aussi sur le champ de bataille. Ici, ils ont juste découpé l'avant d'un conteneur maritime pour le monter sur le char. Cela gêne évidemment la visibilité dans toutes les directions et on ne peut tirer que vers l'avant, ce qui est bien sûr un peu sous-optimal, mais c'est quelque chose que nous avions déjà pu observer sur les premiers modèles à l'époque. Il semble qu'il ne soit même pas essentiel de voir, car le char sera détruit au moindre impact de drone. Des saboteurs ont infiltré une base aérienne russe près de Lipetsk et détruit un Sukhoi 31 Sukhoi 27 lors d'une opération nocturne. Comment ont-ils réussi cela? En versant des substances inflammables dans l'entrée d'air et en y mettant le feu. Les dégâts sont estimés à environ 100 millions de dollars. Merci à la chaîne Algo Crew, surtout au lieutenant-colonel Renek, Robert Silla et Dietrich. Merci aussi de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, commentez, à la prochaine mise à jour.